Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Comment préparer sa retraite. Je suis Patrick Sellery, directeur développement de la MIF. Et l'objectif de cet échange, c'est de vous informer et de vous aider à mieux appréhender cette échéance extrêmement importante qui est le passage à la retraite. Pour ce faire, je suis accompagné d'Olivier Santis, directeur général de la MIF, qui répondra à vos questions. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Peut-être quelques règles quant à l'organisation de cet échange pour commencer. Nous allons vous donner la possibilité de nous poser vos questions par chat. L'objectif est que nous puissions bien évidemment y répondre. Et puis, tout au long de cet échange, nous allons également pousser vers vous un certain nombre de petits sondages pour nous permettre de mieux vous cerner et d'adapter nos réponses à votre profil. Le but étant bien évidemment de rendre cet échange le plus interactif possible, et c'est pour ça que, bien évidemment, je vous invite à y participer. Je vois que vous êtes déjà nombreux derrière votre écran, et donc je vous propose de commencer ce webinaire. Alors Olivier, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, quelle est la situation financière d'un retraité aujourd'hui ? Alors, les retraités sont aujourd'hui effectivement une population qui s'inquiète pour leur pouvoir d'achat, et donc il est important de savoir à combien de pensions on peut avoir quand on passe à la retraite. Et en théorie, un employé qui a fait toute sa carrière obtient 75% de son dernier salaire, ce qui peut être rassurant, satisfaisant, mais par ailleurs, il y a plus de 70% des Français qui considèrent qu'ils ont une baisse de pouvoir d'achat au moment du passage à la retraite. Alors, par rapport à cela, il faut comprendre dans quelle situation on peut être lorsque l'on va se trouver dans cette situation de retraité. Plus le salaire augmente, plus le taux de remplacement, c'est le rapport entre la pension et puis le dernier salaire, plus le taux de remplacement va être abaissé. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi quand on a des carrières hachées, qu'on n'a pas tous ces trimestres, qu'on a commencé tard à cause d'études longues ou qu'on s'arrête un peu plus tôt. À ce moment-là, cela impacte le taux de remplacement. Enfin, quand on a une carrière où on a été indépendant ou en libéral et qu'on n'est pas forcément salarié ou fonctionnaire, on peut avoir un impact fort sur son taux de remplacement. Et puis, il y a un impact plus large, plus lourd, qui est l'impact démographique. Hein, Patrick, dans les années futures, il y aura de moins en moins d'actifs par rapport à un retraité. Donc, ce ratio entre actifs et retraités va pénaliser le taux de remplacement. Donc, on va avoir, pour les jeunes, un taux de remplacement qui va baisser, comme cela a été le cas depuis quelques années déjà. Le taux de remplacement baisse en fonction des générations. Donc le sujet, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, l'allongement des études, la baisse de la natalité. Voilà. Tout ça contribue à... Alors, il y a des aspects très positifs, c'est-à-dire qu'on fait plus d'études, on a des carrières qui sont plus diverses qu'auparavant, et on a aussi une espérance de vie à la retraite beaucoup plus longue. Et tout ça, c'est des éléments positifs, mais la contrepartie, c'est qu'il faut mieux préparer sa retraite parce que il n'y aura pas forcément, parce qu'on aura un sentiment plus important de perte de pouvoir d'achat au moment du passage à la retraite. Donc le constat, perte de pouvoir d'achat actuelle, aujourd'hui je prends ma retraite, ça se traduit par une perte de pouvoir d'achat et une perte qui va vraisemblablement s'amplifier dans les années à venir. Du coup, moi, j'arrive bientôt en âge de prendre, j'arrive bientôt en âge de prendre ma retraite, comment vais-je pouvoir connaître plus précisément le montant de cette retraite ? Alors, il faut bien sûr projeter ce qu'on a dit dans les cas particuliers. Donc, estimer sa retraite, estimer aussi les charges que l'on aura pour sa retraite et avoir une meilleure représentation des choses avec un taux de remplacement hors charge que l'on pourra avoir. Alors, on va parler d'abord des charges. Les charges, elles peuvent baisser au moment du passage à la retraite, soit parce qu'on a moins de dépenses, parce qu'on est plus actif, soit parce que on n'a plus les enfants à charge, ou parce qu'on a fini de rembourser des emprunts et que donc les charges financières sont en baisse. Donc, on peut avoir une amélioration de son ratio grâce à cela.
Maintenant, il faut bien analyser quel sera le montant de sa retraite, et c'est d'autant plus facile qu'on s'approche de la retraite. À votre âge, je pense, Patrick, que vous avez la possibilité d'avoir des informations assez pertinentes sur votre retraite. Le site de l'assurance retraite, qui est Info Retraite, est extrêmement riche. Donc, on obtient beaucoup d'informations. Vous obtenez des informations sur votre carrière, sur le nombre de trimestres réalisés. Vous pouvez faire des projections en fonction des évolutions de carrière que vous projetez. Vous allez pouvoir avoir des estimations et en faire plusieurs, les archiver, les regarder, plusieurs estimations pour votre montant de retraite futur. Alors, il ne prend pas en compte forcément la partie si vous avez fait des carrières internationales, bien sûr, ce n'est pas pris en compte. Mais l'ensemble des régimes sont synthétisés dans des éléments très pédagogiques, clairs, et il faut absolument faire ce travail. Et à partir de 55 ans, on a vraiment des éléments précis avec un relevé de carrière et un relevé prévisionnel qui peut beaucoup aider. Alors, du coup, très bien, je me sers, donc je vous remercie déjà d'avoir précisé que je m'approchais à grands pas de cet âge fatidique. En me connectant sur ces outils, je vais avoir une estimation de ma retraite, mais finalement, c'est ma retraite issue du régime obligatoire. Voilà. Est-ce que ça va suffire? La question que tout le monde se pose, est-ce que ça va suffire? Et concrètement, de combien vais-je avoir besoin dans le cadre de la vie de ma retraite? Et donc, du coup, quelle est la partie complémentaire à rajouter à cette partie obligatoire qu'il va falloir que j'envisage? Tout à fait. Donc là, on vient de parler de la retraite de base et des retraites complémentaires. Il reste encore un pilier, c'est la retraite supplémentaire. Donc la retraite complémentaire, c'est ce qu'on appelle les régimes ARCO, AGIR, qui est les régimes de cette nature, qui vient compléter le régime de base, dont on a beaucoup parlé lors de la réforme des retraites, qui est le socle de sécurité sociale. Et puis, après ces deux piliers, il y a le pilier supplémentaire, qui est le pilier finalement facultatif que l'on peut mettre en place, qui représente ce qui est mis en place par les entreprises, ce qui est mis en place à titre individuel, à travers des dispositifs dont on va parler, dont le plan d'épargne retraite. Alors, on est en train de pousser vers vous un premier sondage où on vous invite à vous prononcer sur, selon vous, quel serait le complément de revenu nécessaire à la retraite. Quand on se dit qu'on doit disposer à peu près l'équivalent sur 20 ans à peu près de 2 ans de salaire, c'est quelque chose de cohérent, c'est quelque chose de délirant? Alors, surtout, il faut bien comprendre quelle est l'espérance de vie qu'on va avoir lorsqu'on va prendre sa retraite. Prenons quelqu'un de 65 ans qui prend sa retraite. Quelle est mon espérance de vie? On n'a pas toujours en tête la durée que cela peut avoir. Alors, elle est de 19,5 ans pour les hommes et de 23,5 années pour les femmes. Donc, c'est quelque chose de long, plus long qu'avant, merci à la médecine, mais cela est une longue période qui souvent est divisée en plusieurs périodes. Il y a une première période qui est l'âge où on profite de son temps libre, où on est encore en très bonne santé et où on va avoir peut-être faire des voyages, avoir des projets qui vont peut-être être onéreux, coûter de l'argent, donc ça va être une période plus consommatrice. Une deuxième période où on va être à partir de 75 ans, un peu plus chez soi, un peu moins mobile, mais où tout va bien. Et puis il y a une période à partir de 85 ans, pour ceux qui dépassent cet âge, ils seront nombreux, de plus en plus nombreux. Eh bien, c'est l'âge où on peut avoir besoin d'aide à domicile, on peut avoir besoin de soins complémentaires qui peuvent être non pris en charge. Et donc, ça représente plutôt une augmentation de ces charges. Donc, il faut avoir en tête que si on prend 2 ans de salaire, comme vous l'indiquez, 2 ans, je vais diviser ces 2 ans de salaire par 20 ans d'espérance de vie, ça va me faire 10 points donc 2 ans divisé par 20, ça fait 10 points, 10% de taux
de supplément de revenus, et donc un taux de remplacement est augmenté de 10 points. Donc c'est à la fois très important, mais c'est l'ordre de grandeur que l'on peut avoir. Hein. Si et c'est ambitieux d'avoir 2 ans de salaire, bien sûr, au niveau de sa retraite, ce qui est à la fois pour ce qui a été constitué à titre individuel, mais à titre aussi collectif, hein, avec l'épargne d'entreprise ou à travers le dispositif PERCO ou PERCOL qui permet aussi de préparer sa retraite. Alors, vous venez effectivement, merci d'avoir participé à ce premier sondage. Vous êtes 70% à considérer que le complément de revenu nécessaire à la retraite correspond à 3 ans ou plus de revenus. Ce qui va au-delà de... Alors, cela va au-delà. Alors, pour essayer, pour avoir 3 ans de revenus à la retraite, il faut quand même voir que cela fait 30 ans, qu'il faut mettre pendant 30 ans 10% en gros, pour simplifier, 10% de son revenu d'activité dans un produit d'épargne supplémentaire. C'est très ambitieux, mais voilà, ça fait partie des choses. Mais il y a d'autres solutions aussi pour préparer sa retraite. Hein. Préparer sa retraite, c'est l'épargne supplémentaire. On peut aussi penser à la résidence principale. La résidence principale, c'est une très bonne façon de préparer sa retraite. Justement, ça pose une question, la réponse et votre remarque pose une question de fond, c'est quel est le meilleur âge pour préparer sa retraite? Quand est-ce qu'on doit commencer, puisque les 3 ans ou plus de revenus correspondraient à une trentaine d'années, de démarche d'épargne. D'ailleurs, on va pousser vers vous un second sondage, vous invitant à vous prononcer sur le fait de, selon vous, à partir de quel âge faut-il commencer à s'intéresser à la retraite? Et donc, Olivier, je vous pose la question, à quel âge faut-il commencer? Comme M. Jourdain, on fait de la prose sans le savoir, mais on épargne pour sa retraite dès qu'on est actif, puisque on va cotiser à la retraite de base, à la retraite complémentaire, et on va, dès qu'on a des projets dans la vie, on va épargner, et cette épargne, elle va pas être ciblée pour sa retraite, mais elle va être plus générale pour l'ensemble de ces projets, dont la retraite fera partie. Et lorsque l'on a, comme beaucoup de Français sont attachés à la résidence principale, et on peut dire que dès que les Français s'intéressent à une résidence principale, ils contribuent à préparer leur retraite. Il faut bien noter que si j'ai entièrement financé ma résidence principale et que je n'ai plus de charges relatives à cette résidence principale, si j'ai remboursé mes emprunts au moment du départ à la retraite, je vais être logé gratuitement, entre guillemets, pendant ma retraite. Donc j'ai bien un revenu qui est lié à cette occupation de résidence principale, qui est une préparation à la retraite que j'ai effectuée. Donc, en gros, ce qui est important, c'est que on ait la volonté dès le début, dès très jeune, de financer ces projets, et que petit à petit, on commence à isoler, à cibler plus spécifiquement la retraite, parce que la retraite mérite peut-être un ciblage particulier. On va y revenir avec le PER. Mais je tiens à dire que, en gros, notre épargne, quand on est actif, elle va être répartie en 3 grands pôles. Tout ce qui est épargne généraliste, dont l'assurance vie est le placement roi, parce que c'est le placement qui permet de faire du général et d'être particulièrement adapté à l'ensemble des projets. Il y a donc les placements généralistes avec l'assurance vie, les placements résidence principale qui sont particulièrement attractifs parce que fiscalement très intéressants et préparent très bien la retraite. Et puis le 3e pilier, c'est les produits très spécifiques d'épargne supplémentaire pour la retraite et qui vont prendre petit à petit de plus en plus de place au fur et à mesure que l'on vieillit, que l'on s'approche de 40 ans, comme le disent nos participants à ce webinaire. À 75%, donc c'est quand même très c'est plus qu'une forte majorité, donc il n'y a pas de bon ni de mauvais âge, mais mieux vaut s'y préparer tôt. Mais attention aussi, l'épargne retraite, c'est une épargne qui est
très ciblé à 40 ans, on peut aussi avoir besoin de préparer d'autres choses. Les études supérieures des enfants, la résidence principale, on en a parlé, ou un projet de déménagement, de transformation. Et il faut avoir une épargne qui puisse réaliser tous ces projets. Donc, ne pas tout mettre dans l'épargne retraite, c'est important de le souligner. Il faut avoir de l'épargne qui soit multiforme. Et l'assurance vie est un placement qui, on peut le dire, c'est quand même permet tout. Hein, il permet de faire tous les projets, dont l'épargne retraite, mais pas que. Et donc, si j'ai besoin d'acheter une voiture et d'autres choses, j'aurai plus facilement à utiliser l'épargne retraite, l'assurance vie, que mon produit d'épargne retraite qui sera disponible. Alors, les supports disponibles, on vient de commencer à les ébaucher. Vous nous avez parlé de l'immobilier au titre de la résidence principale. Et le premier objectif, bien évidemment, c'est à chercher à atteindre au moment de la retraite, c'est d'être propriétaire en ayant remboursé ses emprunts au titre de sa résidence principale. On a commencé à évoquer l'assurance vie. On parlera tout à l'heure du nouveau dispositif plan d'épargne retraite individuel. Également l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, c'est un très bon moyen d'assurer un supplément de revenus, bien sûr. Hein, attention à la fiscalité, attention au temps que cela prend, aux compétences et aux risques liés à des mauvais locataires, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et parfois, il est parfois judicieux de prendre des SCPI au sein de l'assurance vie qui permettent d'avoir des revenus locatifs sans avoir à s'en préoccuper et avec une fiscalité plus douce que la fiscalité de l'immobilier en direct. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a d'autres placements. Les actions, ce sont des placements qu'on peut avoir avec un PEA, mais qu'on peut mettre aussi dans l'assurance vie. On peut, et bien sûr, le fonds en euros, qui est un placement qui est un socle de sécurité, qui correspond à la base d'un investissement à partir duquel on peut diversifier pour chercher un peu plus de rendement et pour avoir une espérance plus grande de rentabilité. Donc là, on vient de toucher du doigt les raisons pour lesquelles l'assurance vie est plébiscitée par les épargnants pour la préparation, également pour la préparation de la retraite. Pourtant, ça s'appelle l'assurance vie, pas l'assurance retraite, mais elle est plébiscitée de tout temps. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, je dirais, à la richesse de ce produit? Est-ce qu'on peut parler quelques instants à la fois de la transmission et sans doute du succès relatif des dispositifs retraite qui préexistaient jusqu'à présent? Alors, effectivement, la loi Pacte a changé fondamentalement les choses, qu'elle a fait le constat que les dispositifs de retraite étaient les dispositifs de retraite supplémentaires et individuels étaient relativement peu souscrits parce que soit il y avait des obligations de versement programmées, soit il y avait des contraintes au niveau de la sortie en rente, et les Français ont un rapport difficile à la rente. Et donc, le constat, ça a été, il faut faire un produit souple. Alors, on va enlever toutes ces contraintes. Vous pouvez verser quand vous voulez, et la sortie, vous pourrez la faire en capital fractionné ou en rente à votre guise. Donc, c'est vraiment le produit le plus souple possible que la loi Pacte a introduit avec donc ce père individuel. Qui a un très beau succès aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de Français qui se sont intéressés à ce produit, et on peut penser que cela va continuer pour les années à venir. Alors, vous avez commencé à fournir des éléments de réponse. Néanmoins, et je l'en remercie parce que c'est la première à nous poser une question de ce type sur le chat. Question de Anoukté. Quel rattrapage possible pour ceux qui se réveillent un peu tard, c'est-à-dire après 50 ans? Alors, si c'est à 50 ans et c'est pas encore trop tard, il faut s'y mettre. Il faut vraiment se préoccuper de trouver le bon produit, et on va y venir avec le PER. Il faut avoir si on a une attitude de cigale, il va falloir être un peu plus fourmi, parce qu'on prend conscience de cette nécessité,
et donc on va mettre 2 fois plus d'ardeur à constituer une épargne. Donc, il n'est jamais trop tard pour se mettre à épargner pour sa retraite. Alors, on va zoomer maintenant un peu plus précisément sur ce nouveau dispositif du plan d'épargne retraite individuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, le PER individuel dont on va parler est un produit individuel comme son nom l'indique. Donc, on peut en prendre plusieurs et puis il y en avoir un pour chacun des époux. C'est un produit avec une très grande souplesse puisque on verse quand on veut, avec très peu de contraintes. Alors, il y a un dispositif fiscal très intéressant dont on va parler. Et une des contreparties un peu dont il faut bien avoir conscience, c'est que c'est un produit à effet tunnel. C'est-à-dire que l'épargne est pour la retraite et on ne peut pas l'utiliser avant. Donc on ne pourra pas reprendre, sauf dans des cas particuliers. On évoquera tout à l'heure. Mais... On les évoquera dans un instant. On ne peut pas reprendre cette épargne, donc elle ne sera pas disponible pour l'achat d'une voiture. Donc il faut pas tout mettre sur cette épargne retraite, mais il faut quand même, c'est une sorte de protection contre soi-même. En mettant cet argent sur l'épargne retraite, on sait qu'on l'aura disponible pour sa retraite, soit pour sortir en rente, soit pour sortir en capital ou en capital fractionné. Alors, est-ce que cette possibilité désormais de sortir en capital n'est pas la grande révolution de ce système, de nouveau système d'épargne retraite, puisque de mémoire, les dispositifs existants jusqu'à présent, et c'est sans doute là la raison de leur succès très relatif, n'offraient que la possibilité de sortir en rente. Or, on sait que les Français sont relativement rétifs à la rente. Oui, vous avez raison. C'est vraiment ça qui a été le déclencheur pour que tout le monde adopte ce plan d'épargne retraite. Mais il y a aussi le cadre fiscal qui est clair, qui est net. On va pouvoir défiscaliser l'ensemble des primes que l'on verse sur ce plan d'épargne retraite chaque année. Donc défiscaliser, ça veut dire qu'on va avoir une économie d'impôt liée au monde. Si je verse 1000, je vais avoir ces 1000 vont être déduits de ce qui est le montant calculé pour les impôts. Donc, mon économie va être liée au taux marginal d'imposition que je vais avoir. Le taux marginal d'imposition, c'est le taux de la tranche la plus élevée, puisqu'on a une imposition par tranche de revenus, le taux de la tranche la plus élevée de mes impôts. Donc, c'est les tranches, c'est 41%, 30%, 14%, qui sont les tranches les plus courantes. Ça peut monter un petit peu plus haut, mais ce qui veut dire que si je suis à une tranche de 41% et que je verse 1000 €, je vais avoir 410 € de réduction immédiate. Donc, ceci me sera mais directement utile. Mais alors peut-être avant de creuser un peu plus sur effectivement l'essence même de ce produit, qui est cette possibilité de déduire une partie des versements effectués et donc un avantage fiscal. Alors, on évoquera, on en parlera tout à l'heure. Selon notre analyse, il s'agit plus d'un report fiscal que d'un avantage fiscal. Peut-être juste revenir sur le dispositif PER. Jusqu'à présent, l'épargne retraite individuelle reposait sur 2 dispositifs, le PERP et les contrats Madelin. Du coup, le PER maintenant, si tu commences, c'est quelque chose qui vient s'ajouter en plus. Donc, maintenant, l'épargnant a le choix entre 3 dispositifs, PERP, Madelin, Berry, ou c'est... Non, il remplace tout. Donc, avant, il y avait effectivement, il y avait PERP, Madelin, Corem, Préfonds, etc. Maintenant, tout est passé sous un dispositif unique de PER individuel, et petit à petit, les anciens dispositifs deviennent des plans d'épargne retraite individuels. Mais alors, l'épargne que j'avais sur mon PERP ou sur mon contrat Madelin, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, vous avez normalement intérêt à transférer cette épargne vers le PER. Soit c'est
le système lui-même qui s'est transformé en plan d'épargne retraite, comme par exemple Préfonds, qui s'est transformé en plan d'épargne retraite, soit vous avez un PERP et c'est individuellement que l'on fait un transfert du PERP vers le PER individuel. D'accord. Donc le PER individuel est commercialisé depuis 2018, grosso modo, loi PAC 2017. Les premiers PER individuels datent de 2018. J'ai souscrit un PER en 2018 auprès d'un assureur, par exemple. Jusqu'à ma retraite, je suis pieds et poings liés avec cet assureur. Alors non, la loi Pacte a prévu justement une souplesse aussi au niveau de la transférabilité. Donc des frais limités à 1% des transferts pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans, 2018, on est en 2023, donc on a passé ces 5 ans, donc si vous avez souscrit en 2018, vous êtes libre de transférer sans aucun frais d'un assureur à un autre. Donc vous pouvez chercher le meilleur PER pour rebasculer votre épargne retraite vers ce PER idéal. Sachant qu'en plus, au-delà, effectivement, les 5 premières années, 1% potentiel de frais de transfert, mais le plus souvent, les assureurs, dont la MIF notamment, qui potentiellement peuvent accueillir ces transferts, mettent en place des solutions de remboursement partiel des frais de transfert. On va parler maintenant, le temps passe, donc on va s'attarder un peu plus sur tout ce qui est volet fiscalité. On a commencé à l'aborder. Il y a un point extrêmement important qui est le taux marginal d'imposition. Tout repose en réalité, toute l'analyse repose sur le taux marginal d'imposition. Alors, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on le trouve? Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a parlé de ce taux marginal d'imposition. On sait que il est important de connaître le taux marginal d'imposition et il est affiché sur votre avis d'imposition, c'est même en dernier sur votre avis d'imposition. Vous avez ce taux qui est indiqué et le dispositif sera d'autant plus efficace que vous allez déduire en tant qu'actif sur un taux d'imposition fort, et qu'il sera réimposé, puisque en fait, on va réimposer les versements quand vous allez en disposer au moment de la retraite, avec un taux d'imposition plus faible. Donc, votre dispositif, si vous êtes imposé un taux marginal d'imposition à 41 maintenant et que vous serez à 30 au moment de la retraite, vous aurez gagné 11% d'imposition, plus le différé, 11% d'imposition sur ce mécanisme d'épargne retraite. Si vous étiez à 30 et vous passez à 14, vous allez gagner 16% par rapport à cela. Donc ça, c'est un élément clair. Un élément clé, c'est sur ce dispositif de déduction et d'allègement du taux marginal d'imposition. Alors, on va rétro-pédaler quelques instants, parce qu'on a deux questions qui portent d'ailleurs sur le même sujet, à la fois de Pascal V et de Florence C, qui nous demandent si, dans le cas d'un transfert de PER, ce transfert ouvre droit à déduction fiscale. Alors, si vous transférez d'un dispositif PERP vers un PER, vous avez déjà bénéficié d'une réduction fiscale lors de votre versement sur le PERP, et donc vous ne pouvez pas avoir une deuxième déduction fiscale dans le transfert PERP vers PER. Donc ça, ce n'est pas possible, mais vous l'avez déjà eu précédemment. Et pour les articles 83, c'est un peu le même principe. Quand vous avez un article 83 et que vous avez quitté l'entreprise, c'est disponible pour être transféré, enfin ça a été disponible pour être transféré sur un PER, et ceci a été, ça n'a pas été c'était non imposable à l'entrée, donc l'avantage a déjà été versé. Mais alors, je voudrais quand même qu'on dise, est-ce qu'on peut verser autant qu'on peut sur ce PER? Alors, en fait, il y a des plafonds de versement. Est-ce c'est peut-être le moment C'est le moment d'en parler, effectivement. Alors, jusqu'où on peut pas. Le dispositif de la loi Pacte prévoit que l'on peut verser jusqu'à 10% de son revenu imposable sur le PER.
Mais il prévoit aussi que l'on peut reporter les montants des années N-1, N-2, N-3, donc les 10% de ces 3 années précédentes, pour augmenter ce plafond disponible. Il prévoit aussi que l'on peut mutualiser entre conjoints les plafonds. Alors, où est-ce que je trouve justement toutes ces informations? C'est beaucoup d'informations, effectivement. Tout ça est sur votre avis d'imposition. Vous avez sur votre avis d'imposition le disponible des années N, N-1, N-2, N-3, qui va vous permettre de calculer le plafond disponible, et ce qui est un plafond donc assez large, hein. Et donc vous pouvez ainsi faire votre stratégie. Inutile de verser trop d'un seul coup sur le PER. Il faut mieux étaler ça sur plusieurs années de façon à rester toujours au taux marginal d'imposition. Autre conseil, si on sait qu'on va avoir une augmentation, qu'on va passer à un taux marginal d'imposition plus important dans les années à venir, il vaut mieux attendre ce moment-là pour effectuer des versements sur le PER. Donc c'est vraiment effectuer ces versements à la date à laquelle on est imposé le plus dans sa carrière. Alors, quand on évoque le sujet de la déductibilité fiscale, on a toujours en tête ces fameux plafonnements des niches fiscales à 10 000 euros. Ce que je vais déduire au titre des versements de mon PER rentre-t-il au sein de ces niches fiscales? Non, ce plafonnement est indépendant de toutes les niches fiscales, et simplement il est intégré avec l'abondement de l'employeur dans le plafond des 10%. Et les versements d'article 83, mais pas avec les dispositifs niche fiscale qui donnent lieu à plafonnement. D'accord, donc bien retenir qu'en matière de déductibilité, j'ai donc désormais deux leviers, cette fameuse niche fiscale limitée à 10 000 euros, dans lequel on viendra notamment ranger 10%, dans lequel on viendra ranger notamment les investissements Pinel, et puis à côté le dispositif PER avec tout à fait. Avec sur son contrat. À quel moment peut-on commencer à envisager de récupérer cette épargne versée sur un plan d'épargne retraite individuelle? Alors là aussi, la loi Pacte est très souple. Elle ne dit pas vous devez à 65 ans, 66 ans consommer votre plan d'épargne retraite. Vous pouvez le garder. Et même retraité, vous pouvez continuer si vous avez une activité ou des revenus, continuer, ou même avec dans un plafond, dans un volume de 3 500 euros par an, vous pouvez continuer à verser sur le plan d'épargne retraite. Et vous n'êtes pas tenu de le liquider à une date précise. Donc, vous pouvez le retarder ce moment. Ça peut être intéressant de retarder ça au moment où j'aurai un peu plus de besoin. D'accord. On n'a pas une épée de Damoclès qui est je prends ma retraite, je liquide systématiquement mon PER. Néanmoins, on évoquait tout à l'heure certains cas de sortie anticipée. Est-ce qu'on peut s'attarder quelques instants dessus? Il y a 7 cas qui sont les cas redoutés, c'est-à-dire le décès du conjoint, l'invalidité, les droits à chômage qui finissent. Enfin, c'est des choses qu'on ne souhaite à personne et qui donnent droit à la possibilité de reprendre ces sommes, qui sont assez rares quand même. Et puis, il y a un cas qui est plus important, qui est le cas de la résidence principale. Mais attention, si je reprends à terme d'apport, par exemple. Pardon. Si je me sers de les sommes sur mon PER, si je casse mon plan d'épargne retraite pour la comme un apport à résidence principale, je vais être réimposé sur l'ensemble des sommes que je reprends. Donc c'est pas forcément le but si on a besoin, on le fait, mais c'est pas forcément ce que va faire l'ensemble des épargnants. Alors. D'accord. Alors, on a un point une question qui nous est posée par Patrick F. PER et succession, comment ça marche? C'est un point extrêmement intéressant. En cas de décès du souscripteur, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'en la matière, il y a 2 cas de figure à considérer, avant 70 ans, après 70 ans, et puis un petit conseil malin. Voilà. Bon, alors, on va avoir la succession qui intervient peut-être alors qu'on n'a pas, qu'il reste encore des sommes sur le PER, et donc soit avant 70 ans,
Donc les sommes bénéficient du régime des versements sur l'assurance vie avant 70 ans. Donc ils sont exonérés sur des montants assez larges de 152 500 par bénéficiaire. Donc c'est un régime très favorable avant 70 ans. Après 70 ans, c'est le régime des primes versées après 70 ans pour l'ensemble des sommes qui sont sur le PER. Donc c'est 30 500 euros pour l'ensemble pour l'ensemble des sommes d'un contribuable, avec une exonération des plus-values sur le contrat. Mais il faut savoir qu'il y a quand même quand le bénéficiaire est le conjoint, c'est-à-dire pacsé ou marié, pas le concubin, il y a exonération de toute imposition sur la succession. Ça, c'est pas le PER, c'est le cadre de la loi TEPA. C'est le cadre général de la loi TEPA. Donc là, on peut considérer que un des objectifs du PER, c'est de protéger se protéger soi-même et de protéger son conjoint. D'ailleurs, on peut prendre des rentes avec réversion. Et la question de la retraite est une question du couple, et que ce n'est pas une question individuelle. Donc, protéger son conjoint est important. On peut aussi avoir peut-être une stratégie un peu en deux morceaux, c'est-à-dire prendre un PER que l'on va consommer en fonction de ses besoins, et puis un PER que l'on va destiner à la protection de son conjoint et à la retraite future de son conjoint. Et à ce moment-là, l'astuce, c'est que le conjoint ne sera pas imposé du tout, donc pas d'impôt sur le revenu, il n'y aura aucune imposition sur ces sommes transmises au conjoint. D'accord, donc ces réponses nous permettent d'apporter un éclairage à la question de Laurent qui nous demandait si on n'a pas besoin, peut-on laisser les fonds sur le PER. Donc aucune nécessité au moment de la retraite, encore une fois, pas d'épée de Damoclès de liquider son PER, et puis des conditions spécifiques en fonction, en cas de décès du souscripteur, en fonction qu'on a moins de 70 ans ou plus de 70 ans, et la piste de l'intérêt du conjoint bénéficiaire du PER. Alors, néanmoins, le PER n'est pas comme une tirelire où on peut reprendre en fonction de ses besoins. Quand on demande à son assureur de liquider le PER, il vous demande soit en capital, et là, c'est plutôt il ne faut pas le choisir parce que ça impose en une seule fois l'ensemble des sommes du PER. Plutôt choisir le capital fractionné, et là, on découpe par exemple, sur 10 ans, et à ce moment-là, on découpe en 10 annuités, on découpe par 10 le capital du PER. Ou si on veut se protéger des risques viagers, prendre une rente viagère, sortir en rente viagère, qui peut être aussi réversible pour son conjoint. D'accord. Alors une question de Pascal, on y reviendra tout à l'heure, sur l'intérêt du PER versus l'assurance vie. On l'a déjà un peu abordé déjà, mais je pense qu'effectivement très important de revenir dessus et de revenir notamment sur la notion de complémentarité entre ces deux solutions. On a aujourd'hui un PER, un plan d'épargne retraite individuelle, qui est plébiscité par les épargnants. Et c'est vraiment un phénomène nouveau par rapport aux dispositifs anciens qui existaient. Et sans doute qu'au terme, la sortie en capital y joue pour beaucoup, puisque c'est l'élément novateur. Donc, il y a une offre pléthorique sur le marché de PER. Alors, quels critères va-t-on devoir considérer pour choisir son plan d'épargne retraite individuelle? Alors, c'est important comme question, parce qu'ils ont l'air de tous se ressembler, les PER. Mais en fait, il y a quand même des différences. Quand c'est un produit défini par l'État, finalement, on a l'impression que c'est le même. En fait, il y a deux éléments au moins très différents. C'est les frais, et puis le fonds euro qu'il y a sur le PER, et puis il peut y avoir aussi l'offre financière, les différentes possibilités de gestion sous mandat ou d'autres choses. Mais si on s'intéresse d'abord à ça, les frais, il y a eu des premiers entrants sur le monde du PER qui ont mis des frais très élevés. Il y en a avec des frais de frais sur versement. Quand on parle de frais, il y a des frais sur versement, peuvent aller jusqu'à 4%. Qui sont encore importants aujourd'hui,
Et il y a des frais sur encours, hein. Il y a des frais qui sont de 1% par an sur encours, alors que on peut trouver des PER, et la MIF, par exemple, propose ce PER avec 0% sur versement, 0,6 sur encours en gestion libre. Et donc, ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte. Il y a ensuite des frais sur arbitrage, d'autres frais. Mais déjà, si on regarde ces deux frais, c'est très important. Et puis, il y a le fonds euro, sur lequel il faut choisir un fonds qui a un historique solide, etc. Et là, il faut comparer un peu l'historique des rendements du fonds euro. Alors justement, une question de Nicolas. Quels sont les frais sur le fonds en euros, unité de compte et autres du PER MIF? Alors, sur le fonds euro, les frais sont de 0,6, mais quand on communique... Là, on parle des frais de gestion. Des frais de gestion sur Ce qui est encours. important, je pense, c'est de spécifier que sur le PER, il n'y a aucun frais sur versement. Vous versez 100, c'est 100 qui sont investis. Donc, nous, on a... Ensuite, interviennent les frais de gestion, effectivement. Donc, à la MIF, 0 frais sur les versements, des frais de gestion sur encours, mais mesurés, parce que la MIF n'a pas d'intermédiaire en direct, n'a pas de réseau à rémunérer. Elle gère tout en interne. Et donc à la fois distributeur et assureur, et va permettre d'avoir des frais réduits, donc de 0,6 de frais sur encours, et y compris sur le fonds en euros. Mais en fait, sur le fonds en euros, généralement, on compare les frais, on compare le rendement net de frais. Hein, donc, quand on annonce 2,20 de rendement pour 2022, c'est 2,20 net des 0,6 de frais sur encours sur le fonds en euros. Et sur les autres unités de compte, c'est 0,6 de frais d'unité de compte. Alors, nous avons encore quelques minutes pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées dans le chat, et notamment une question, on reviendrait tout à l'heure, l'intérêt du PER versus l'assurance vie. Alors, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein, je pense. Il faut pas voir les choses. Il y a des avantages et des inconvénients. L'assurance vie, c'est multi-projets. C'est fait pour les coups durs, pour des projets pour les enfants, etc. Alors que le PER, c'est monoprojet pour l'assurance, pour la retraite. Donc il faut voir cela. Donc l'inconvénient du PER, c'est d'avoir un effet tunnel et d'être monoprojet, mais l'immense avantage, c'est d'avoir un dispositif fiscal extrêmement attirant de défiscalisation à l'entrée, avec un effet effectivement de refiscalisation au moment de la retraite, mais qui est la clé du succès du PER, avec un intérêt plus particulier pour les personnes qui sont imposées avec un taux marginal d'imposition de 30 ou de 41%, qui est encore plus important. Hein. Ça peut être aussi pour des gens de taux d'imposition plus faibles, mais là, il y a vraiment un effet de levier parce qu'ils vont bénéficier immédiatement d'une économie d'impôt. Donc ça, c'est le grand avantage. Et donc, au cours de sa vie, je pense que les gens commencent par constituer une assurance vie, et au fur et à mesure qu'ils ont développé l'assurance vie, ils peuvent diversifier en mettant sur le plan d'épargne retraite, à côté aussi du projet de résidence principale qu'ils peuvent avoir. Donc on voit bien, parfaite complémentarité entre les deux dispositifs. Oui. Importance, lorsque j'ai un PER, d'avoir une assurance vie à côté, justement parce que d'un côté, j'ai un produit tunnel avec le PER, et pour avoir de la disponibilité de mon épargne, bien, l'assurance vie y répond parfaitement. On revient un peu sur des notions fiscales, une question très intéressante. Il nous est posée, le PER est-il fait pour moi? Je ne suis pas imposable, donc est-ce que j'ai intérêt à souscrire un PER? Alors, est-ce que derrière le PER, oui, est-ce que le seul intérêt du PER se réduit à un avantage fiscal ou Non, cela est une hygiène d'épargne pour permettre de se constituer une épargne retraite. Alors, si vous n'êtes pas imposable, constituer quand même un PER, cela sera toujours quelque chose qui sera important. Il y a un cas quand même qui est peut-être pas le meilleur, c'est si vous n'êtes pas imposable et qu'un jour vous serez imposable et que vous serez même plus imposable quand vous serez à la retraite. Là, c'est peut-être pas utile de prendre le plan d'épargne retraite. Donc pas trop jeune, mais le constituer. Très bien. Donc il est temps pour nous de clôturer
cette webconférence. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais nous vous apporterons des réponses à l'ensemble des questions qui ont été posées. Nos conseillers sont là. Nos conseillers sont là pour vous répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que anticiper la baisse de ses revenus à la retraite, c'est une réalité qu'il convient d'appréhender. Le deuxième point à retenir, c'est la parfaite complémentarité entre l'assurance vie et le PER. Et voilà, c'est très important de penser l'un. Quand on pense PER, il faut également penser assurance vie à côté. En ressources, vous allez pouvoir télécharger notre dossier spécial retraite. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez plus d'informations sur le PER, nos conseillers MIF sont à votre disposition, soit en les appelant, soit depuis notre site mifassure.com. Et puis, alors, petit clin d'œil commercial de fin d'entretien, je vous précise qu'en ce moment, en souscrivant un PER MIF jusqu'au 15 décembre, vous allez pouvoir bénéficier jusqu'à 400 € de prime bonus à la souscription. Toutes les questions, sous condition, bien évidemment. Merci à l'ensemble des participants. Voilà, donc toutes les questions, encore une fois, que vous avez posées, auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse, le seront. Encore une fois, nos conseillers vous recontacteront, et donc il est temps pour nous de vous souhaiter une excellente après-midi, un bon repas, si ce n'est pas déjà le cas. Merci de votre participation, très bon après-midi. Au revoir Olivier. Au revoir Patrick.